Et vous, réveillez-vous, c'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros. Dear Mario. Super Mario RPG, this is the only one just for me. Gee, it's kinda... Je lui ai dit qu'il devait aller se faire voir. Ferme ta bouche. Back at me. You want it? Of course! It's me, Jeannot. Ça y est, tu regrettes? Oui. Et même basé sur l'univers de Super Mario et ses personnages, il y en a une quantité astronomique. Et c'est bien normal étant donné que c'est l'un des personnages parmi les plus anciens et les plus célèbres de l'univers du jeu vidéo. Mais je ne pourrais pas vous parler de tous les mêmes issus de l'univers de Mario, déjà parce que j'en ai relevé plus d'une centaine, ce qui est énorme, et j'en ai très probablement oublié. On va donc diviser cette vidéo en deux parties pour éviter que ça dure plus d'une heure. C'est un peu long, Du coup, j'ai fait une sélection des mèmes les plus marquants, et pour l'occasion, je serai accompagné d'un des plus grands experts en moustachu à casquette. Salut tout le monde, c'est Mister Flèche. Ah! Mais c'est quoi cette voix bizarre? Tu peux parler, t'as entendu la tienne? Quoi, qu'est-ce qu'elle a ma voix? Tout commence avec un certain Mister Vidéo, créé de la main de Shigeru Miyamoto, et voué à devenir la mascotte de la compagnie japonaise Nintendo en apparaissant dans plusieurs de leurs jeux vidéo. On le retrouve la toute première fois dans le jeu d'arcade Donkey Kong en 1981, où il est nommé Jumpman dans le manuel d'instruction, un nom en parfaite adéquation avec la principale capacité du personnage, sauter. Cependant, dans les brochures, il est bien nommé Mario, et il aurait été baptisé ainsi en l'honneur de Mario Segal, homme d'affaires et développeur immobilier italo-américain, qui était propriétaire des locaux de Nintendo of America. Décidément, les gens de chez Nintendo aiment nommer leur mascotte d'après les gens qui les ont aidés à s'implanter aux États-Unis. Comme l'avocat John Kirby, qui a donné son nom à la petite boule rose après avoir défendu Nintendo contre Universal, qui les accusait de plagier King Kong pour leur Donkey Kong. Ah, on en avait parlé dans une vidéo, là. Comme Kirby, le design de Mario se veut très simpliste pour être facilement reconnaissable et facile à intégrer graphiquement dans le jeu. Casquette, moustache, gros nez et petit bidon, Miyamoto crée un monsieur tout le monde, loin des clichés du héros charismatique. Bien qu'à ses débuts, les couleurs de sa salopette et de son t-shirt seront inversées, il finira par opter définitivement un peu plus tard le bleu de travail et le rouge Nintendo, surtout sur sa casquette emblématique. Et en 1983, il tient le haut de l'affiche dans son propre jeu Mario Bros, dans lequel on découvre un nouveau personnage de l'univers, qui le suivra ensuite durant toute sa carrière, son frère Luigi. Il faut attendre la sortie de Super Mario Bros sur la console de salon Nintendo Entertainment System pour propulser la popularité des frères plombiers dans le monde entier. Super Mario Bros est un énorme banger qui va définir à lui seul le genre du jeu de plateforme pour les décennies à venir. Un jeu accessible et très simple à prendre en main sans pour autant être dénué de challenge, bien au contraire. Et dans ce Super Mario Bros, il y a un truc en particulier qui va marquer beaucoup de joueurs. Au bout du 4e niveau, quand on bat Bowser pour la première fois, c'est à ce moment-là que... Quoi, mais comment ça aller dans un autre château? Une des premières phrases en anglais que j'ai lues. J'avais 5 ans et ça m'a hanté. Comme pas mal d'autres enfants à travers le monde à cette époque, puisque, même au Japon, les textes étaient en anglais. Et cette phrase, on y a droit 7 fois dans le jeu. De quoi rager et détester ce maudit champignon. Bah oui, parce que ce jeu en vrai c'est quand même ultra chaud. Et puis surtout, bah il fallait jouer avec ça. Non mais vous avez vu ça? C'est tout carré, ça couine, ça ruine les mains cette merde. Et puis on finit par sauver la princesse Peach, pardon, la princesse Toadstool. Et tout ça pourquoi? Et bah pour pouvoir recommencer le jeu depuis le début en mode difficile. Mais c'est pas possible, ils avaient pris des champis les devs ou quoi? En effet, il n'est pas aisé d'aller au bout de cette histoire d'ascension sociale de petit plombier prolétaire qui court après sa bourgeoise tout en amassant toujours plus de pièces. Tout ça pour gagner ses vies dans un monde rempli d'ennemis toujours plus nombreux à écraser, comme une éternelle fuite en avant vers un objectif inatteignable. Quelle pertinente petite métaphore que cette course aliénante qui, déjà à l'époque, cristallisait la folie de notre système capitaliste galopant. Mais non, ils étaient juste défoncés enfin. Regarde le champignon, il fait des doigts à Mario. Comme du Moretti. La phrase des Toad est tellement culte qu'elle a été reprise dans d'autres jeux de la licence, sous forme de blague dans Super Mario Bros 3 avec une princesse Peach qui troll lorsqu'on la sauve, ou encore dans Mario Luigi les frères du temps, lorsque le jeune Papy Champi nous rassure sur le fait que la princesse ne se trouve pas dans un autre château. Elle a aussi été reprise dans la lettre de Peach présente dans l'édition limitée du 25e anniversaire de Super Mario All-Star sorti sur Wii en 2010, et sous forme de blague dans le film Super Mario Bros sorti récemment. Oh, mais si, oui, notre princesse, sauf qu'elle est dans un autre château. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Essayez dans un autre château, on sait jamais, parce qu'elle est pas dans celui-là.
Avec l'arrivée d'internet, la fameuse phrase a été reprise dans tout un tas de détournements mettant en scène la frustration des joueurs, notamment à travers la réaction de Mario qui s'en prend violemment à Todd ou déprime devant la difficulté de la tâche qui l'attend. On peut retrouver la séquence en Rage Comic avec un Todd très troll, des animations en tout genre changeant ou ajoutant du dialogue entre les deux personnages, des jeux de mots sur le château et la princesse, des webcomics comme celui-ci où les rôles sont inversés et Mario se venge sur Captain Todd, des mash-ups avec d'autres univers comme Bleach, Castlevania, Metroid, où Samus répond à Mario qu'elle peut se débrouiller toute seule, ou encore pas mal d'autres mix avec l'univers de Zelda. Bah oui, il y a des princesses à délivrer dans les deux. C'est original, hein. Certains s'amusent à remettre en doute l'existence même de la princesse, ou encore blaguent sur le fait que Mario est en fait manipulé par tous les autres protagonistes qui s'amusent à le faire courir en vain pour se moquer de lui. La situation en elle-même est aussi parodiée dans d'autres contextes, comme au travers d'images macro diverses et variées, intégrant la phrase à d'autres univers pop culturels. Des clins d'œil y sont faits dans d'autres jeux, comme Braid, sorti en 2008, et ça a aussi inspiré des chansons comme celle de The Mountain's Goat, toujours en 2008, ou encore celle de Rich Alvarez en 2011. To save the princess of the kingdom of mushrooms. But she's in another castle now. En 2013, elle est répertoriée sur un Rage Quit Wiki, et l'année suivante, le dictionnaire urbain la définit comme une façon de dire à quelqu'un qu'il cherche au mauvais endroit sur un ton souvent sarcastique. De nos jours, on trouve même des produits dérivés reprenant la phrase emblématique, et on trouve encore des détournements, comme ce mash-up avec les Gardiens de la Galaxie 2 mettant en scène Chris Pratt, la voix états-unienne de Mario dans le dernier film d'animation, ou encore sur la chaîne Dorkly, qui nous offre une séquence de torture sur champignons récalcitrants. Récemment, CM9 Animation s'est amusé à créer le jeu d'horreur nommé Another Princess is in Our Castle, dans lequel on dirige Mario à la première personne qui déambule dans le château de Peach à la recherche de son fantôme. Le tout basé sur le moteur graphique du jeu Super Mario 64. Ah, Super Mario 64, un de ces jeux qui a définitivement marqué un changement majeur dans l'histoire du plombier, puisqu'il prend alors du volume, mais aura aussi profondément marqué le milieu du jeu vidéo en général, de par son gameplay 3D révolutionnaire. C'est aussi à partir de ce jeu que le monde découvre le vrai nom de la princesse Peach. En effet, lors du portage de Super Mario Bros à l'étranger, Nintendo of America trouvait bizarre que la princesse dans Royaume Champignon porte le nom de Pêche. Ils ont donc modifié son nom pour Princess Toadstool, qui signifie princesse champignon vénéneux, ce qui peut paraître un brin misogyne. Bah faut croire qu'à force de rager pour arriver jusqu'à elle, ça rend une selle. Alors que si elle s'appelle Pêche, c'est parce que dans la culture japonaise, ce fruit a une forte connotation symbolique inspirée par la légende de Momotaro, le garçon pêche qui aurait le pouvoir de repousser les esprits maléfiques et la malchance. Ouais, ça a pas l'air de marcher, hein, vu comment elle se fait tout le temps lever par buzzer. Du coup, vu que les versions européennes du jeu étaient basées sur les versions US, les joueurs de l'époque la connaissaient sous le nom Princess Toadstool, et en France, on alternait avec Princesse Champignon dans les traductions. D'ailleurs, à la base, elle avait vraiment un look de princesse champignon, avant de devenir une humaine blonde en robe rose. Destinée à l'origine à n'être rien de plus qu'une énième demoiselle en détresse, et le love interest de Mario, elle a fini par s'émanciper de ce rôle au fil du temps pour devenir un personnage actif au même titre que Mario et Luigi. Elle a même eu le droit à son propre jeu Super Princess Peach en 2005. Bien que son vrai nom apparaisse pour la première fois dans le jeu Yoshi's Safari sur Super NES en 1993, c'est surtout à partir de Super Mario 64 en 1996 que son nom d'origine sera repris dans tous les autres jeux de la licence. C'est avec la scène d'introduction qui nous présente une lettre d'invitation de la princesse Peach adressée à Mario que les joueurs occidentaux ont découvert la vérité sur le champignon vénéneux. Qui était en fait une bonne pêche. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Et Peach, elle aime bien écrire des lettres. Déjà dans Super Mario Bros 3, entre chaque monde, elle nous envoyait un bonus avec un petit mot, ce qui a d'ailleurs inspiré la lettre en goodies dans l'édition limitée du 35e anniversaire de Mario All-Star sur Wii. Ce gimmick de la lettre de Peach sera repris dans les intros d'autres jeux comme les Paper Mario ou les Super Mario Galaxy. Quand t'as la flemme de faire une intro. Et depuis 2013, les internautes s'amusent à reprendre ces images d'intro de Super Mario 64 et Galaxy 2, ou récemment avec la pitch du nouveau film, pour en modifier le texte et lui faire dire tout un tas d'horreurs, comme on peut en voir sur les comptes Facebook et Twitter de Sincerely Peach depuis 2015. Au fil des années, le même a évolué pour intégrer d'autres personnages comme Bayonetta, Seymour Skinner des Simpsons, ou encore imaginer des histoires du style Peach qui envoie un message de l'au-delà à un Mario dépressif parce qu'il avait bu le soir où ils ont eu un accident en kart. À partir de 2021, le même est cette fois repris en format vidéo, et il est toujours question de transformer le discours de Peach pour le rendre débilement absurde. Dear Mario, Cette version où elle dit à Mario de ne surtout pas venir parce qu'elle a foiré son gâteau a inspiré Gigantic Buddha qui va dessiner cette scène avec Mario qui se pointe quand même et constate le désastre dans une ambiance qui transpire le malaise. D'autres versions vidéo du même remplacent Peach par d'autres personnalités comme Kanye West ou encore Barack Obama. Dear Mario, please come to the White House. I have baked a cake for you. Yours truly, President Obama. Park. Mario aurait des liens avec la Maison Blanche, ça sent la théorie du complot ça.
En parlant de théorie, Mario 64 est une vraie mine d'or à ce sujet, notamment une concernant l'absence de Luigi, qui jusqu'ici accompagnait son frère dans tous les jeux de la licence depuis 1983. Forcément, les joueurs se sont posé des questions et sont allés jusqu'à imaginer que Luigi était un personnage caché, probablement débloquable sous certaines conditions. Après tout, on peut trouver Yoshi une fois toutes les étoiles récupérées. Une rumeur a commencé à circuler autour d'un mystérieux indice que l'on peut trouver dans la cour du château, où se trouve une statue de super étoile, au pied de laquelle se trouve une stèle où il est écrit quelque chose d'illisible. Certains y ont lu « Elle is real » 2401, le L renvoyant à Luigi. La rumeur a tellement réussi qu'en 1996, le site IGN, qui venait d'ouvrir, s'est vu crouler sous les questions concernant l'éventuelle présence du personnage. Mais on ne sait même pas si ce personnage existe ou pas. Au fil du temps, cette rumeur a été reprise dans de nombreux détournements sur internet. Déjà dès 2009, on peut voir des montages vidéo présentant de fausses astuces pour débloquer le personnage, qui sont en fait des mods pour la version pirate du jeu. Et on en retrouve d'autres traces durant la décennie suivante. Mais le 25 juillet 2020, la réalité rattrape le fantasme. Quand plus de 3 gigaoctets de données cachées dans les serveurs Nintendo sont publiés sur 4chan. L'histoire est désormais célèbre sous le nom de Gigaleak. Quand ça gigagicle! En fouillant dans cette tonne de données, les internautes découvrent un dossier Luigi dans le dossier SM64. Luigi était bel et bien prévu dans le jeu à l'origine. Les gens sont devenus dingues, surtout si on prend en compte que ce leak a eu lieu 24 ans et 1 mois après la sortie du jeu d'origine, correspondant de fait aux chiffres de la légende. Une avalanche de détournements ont déferlé sur internet à la suite de cette annonce. Des fanarts dans tous les sens, au mash-up avec d'autres mèmes, Luigi 64 était réel et il était partout. Et bien évidemment, le modèle du personnage a été reconstitué pour être intégré dans différents montages, mais surtout dans des versions modifiées de Super Mario 64. Et quelques années plus tard, il devient réellement jouable dans le portage DS de Super Mario 64. Mais Elle is real n'est pas la seule hallucination collective propre à ce jeu. Dans Super Mario 64, c'est aussi la première fois que le grand public peut entendre Mario parler à travers la voix du talentueux Charles Martinet qui lui donne un fort accent italien très caricatural. It's me, Mario! Même si on pouvait déjà entendre sa voix avant dans des jeux éducatifs Mario plus obscurs. Oh, boy, look at that keyboard. I bet you're going to learn how to type on it. Et c'est à cause de cet accent exagéré que, lors de la bataille finale, quand Mario fait tournoyer Bowser par la queue pour l'envoyer au loin en s'exclamant « So long, Bowser !», la plupart des joueurs ont cru entendre « So long, Bowser !» La phrase est bien connue de tous les joueurs, et on en retrouve les premières traces sur internet durant les années 2000, avec notamment cette page Waitymindy créée par Wizard, ou encore ce montage par Sergei Einstein insistant sur la réplique. La question de savoir ce que Mario dit réellement est un débat qui anime la toile depuis cette époque, bien que Charles Martinet ait précisé des années après qu'il dit en réalité « So long, King Bowser ». Alors je suis désolé, hein, mais même au ralenti, j'ai jamais entendu le mot King dans cette phrase. So long, Bowser! La plupart des internautes vont trancher le débat, par amour pour le troll, et ériger Bowser en icône queer. On retrouve donc ce gay Bowser dans de nombreux détournements à base de montage Photoshop, ou encore de webcomics comme celui-ci, qui révèle sa relation secrète avec Luigi. Ah, je crois qu'ils vont faire un beau couple. I'm gonna love you till the very end. Oh yeah! Et puis un jour, c'est le drame. Le 18 décembre 2020 sort la compilation Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch, regroupant les jeux Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy et Super Mario 64 remasterisés en HD pour l'occasion. Le gameplay est toujours aux petits oignons, mais les joueurs s'aperçoivent via les trailers que la fameuse phrase a été remplacée par un simple bye bye. La réaction d'internet est immédiate. Tout le monde crie à la censure et à la dénaturation de l'œuvre, voire carrément à l'homophobie en poussant le second degré jusqu'au bout. S'en est suivi un revival du même et de nombreux hommages. Mais en fait, quand on s'y penche un peu plus, Nintendo n'a rien changé ou censuré. Le Super Mario 64 remasterisé dans cette compilation est un portage de la version japonaise mise à jour, sortie en 1997, compatible avec le Rumble Pack et connu sous le nom Super Mario 64 Shindo Pack Taio Version. Et dans cette version, Mario ne dit plus So long Bowser, mais juste bye bye, tout simplement pour éviter l'incompréhension chez les joueurs japonais qui connaissent Bowser sous le nom de King Koopa. Donc en fait, le fameux Mr. Gay de Super Mario Galaxy, en vrai c'est Bowser. Ah oui, je vois cette fameuse rumeur qui dit que si on ne garde que les lettres du titre comportant une étoile, ça donne You are Mr. Gay.
Ça a été lancé par Atomic Shroom en 2007 sur le forum NeoGAF, et ça avait beaucoup marqué les internautes qui se sont amusés à chercher des mots cachés dans les jaquettes des autres jeux Mario, voire même dans les jaquettes d'autres jeux en général. D'ailleurs, à la sortie de Super Mario Galaxy 2, 3 ans plus tard, malgré les efforts de Nintendo pour faire en sorte que les étoiles sur le titre ne correspondent pas à un soi-disant message caché, ça n'a pas empêché les internautes d'y trouver le message « Yeah, I am, are you ?», en lisant les lettres avec une étoile dans le sens inverse, comme une réponse à la première phrase. Comme quoi, quand on cherche avec acharnement, on peut trouver tout ce qu'on veut. Y compris n'importe quoi. Bref, de 1983 à nos jours, les jeux autour du personnage et son univers continuent d'accompagner chaque génération de consoles Nintendo. Et ouais, ça fait plus de 40 ans que les frères plombiers passent leur temps à sauter sur tout ce qui bouge. Mais quel est donc leur secret pour rester en si bonne condition physique? Ah bah, les roules 34, ça entretient bien. Alors, bien que ça reste une excellente activité pour la santé, et qu'il y a effectivement beaucoup de détournements pour nous sur la licence, je pensais à quelque chose de plus tout public. Bizarrement. Disappointed! Du golf au tennis, en passant par le kart, le football, le baseball ou encore le combat en arène, Mario et sa clique sont apparemment membres de tous les clubs sportifs du royaume champignon. J'ose même pas imaginer le coût total de leurs adhésions. Et quand ils veulent faire la fête, ils se retrouvent tous pour un Mario Party, série débutée sur Nintendo 64 en 1998 et qui compte pas moins de 17 épisodes répartis sur les différentes consoles Nintendo. Les Mario Party sont des jeux de plateau où les joueurs s'affrontent dans des mini-jeux pour gagner des pièces et des étoiles dont le nombre total détermine le gagnant. Et sous ces termes mignons et gentillets se cache en réalité un véritable Squid Game. À l'époque sur 64, je me suis carrément troué la paume de la main avec leur putain de mini-jeu. Bon, en même temps, c'était encore une manette à chier. Ou bien encore une de leurs idées révolutionnaires de gameplay, permettant aux joueurs de vivre pleinement l'expérience de la douleur du tirage de corde à main nue. Mais en vrai, ce qui a le plus traumatisé les gens à propos de Mario Party, c'est un écran anti-piratage. Hein? Le piratage de console, ça existe depuis longtemps. En général, quand on tente de faire tourner un jeu piraté sans passer par un système spécifique comme pucer sa console, la plupart du temps on a le droit à un message d'avertissement anti-piratage, un gros bug ou un obstacle impossible à franchir peu de temps après le lancement du jeu. You may experience problems that would not occur on a legal copy. Au début des années 2000, avec un internet de plus en plus accessible au grand public, ces pratiques connues depuis bien longtemps des joueurs PC se sont répandues massivement, y compris sur les consoles Nintendo à l'époque de la Wii et surtout de la DS. On se souvient notamment des fameuses cartouches R4 et autres clones qui permettait de charger plein de jeux téléchargés sur internet dans une carte micro SD. Mais moi c'est comme ça que j'ai découvert plein de jeux. Mais qu'est-ce que tu dis là, malheureux? Tu ne sais donc pas que pirater les jeux est un crime? Regarde cet écran de Mario Party, c'est bien écrit, la piraterie c'est pas gaulerie. Regarde comme ils sont tristes Mario et ses potes, ils sont en tôle, et c'est ta faute Popol, prends conscience de tes actes. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mario, non! En réalité, cet écran de piratage est un faux, réalisé par Joey Perleoni et publié sur sa chaîne YouTube le 13 octobre 2020. Eh mais j'ai eu peur moi! Très probablement inspiré par la vidéo de Super Mario 64 Beta Archive, publiée quelques mois auparavant et qui avait inspiré déjà d'autres internautes sur les réseaux sociaux, eux-mêmes probablement inspirés par les écrans de messages d'erreur dans Donkey Kong Country 2 et 3, qui avaient été postés sur YouTube des années auparavant. Bref, la vidéo de Joey a fait presque 1 million de vues en un mois, et il s'est amusé à développer une petite série autour de ce délire, en imaginant toujours plus d'éléments anti-piraterie dans ses montages mettant en scène Luigi, comme le célèbre I Don't Serve Criminals, lancé par la taupe au moustachu avant que celui-ci ne se retrouve bloqué dans un mini-jeu. La musique inquiétante composée pour sa vidéo a été reprise et remixée par d'autres, ou encore utilisée dans des montages parodiques. En parallèle, le fake a bien pris et a été massivement partagé sur le web. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une quantité phénoménale de ce genre de vidéos sur YouTube et les réseaux sociaux entre décembre 2020 et janvier 2021. On peut trouver des versions utilisant l'image créée par Joey, mais les internautes vont surtout s'amuser à créer leurs propres faux écrans anti-piraterie. Dans un premier temps sur tout un tas de jeux Mario, que ce soit les jeux de plateforme récents ou anciens, Mario Kart ou encore le tout premier Super Mario Bros. Puis ça va s'étendre à d'autres jeux Nintendo comme Animal Crossing, Pokémon, Harvest Moon ou même Wii Sports, mais aussi à d'autres types de licences comme Minecraft ou Five Nights at Freddy's. Puis le même a dérivé jusqu'à devenir une creepypasta, puisqu'apparemment les écrans de piratage et les bugs dans les jeux, ça provoque des phobies chez pas mal de personnes. Dans ces montages, il s'agira donc de punir le joueur pour son crime en l'effrayant. Mais on est à quel degré de fragilité là? Attends, c'est pas toi qui as eu peur tout à l'heure? Moi je trouve que ce qui fait le plus peur dans Mario Party, c'est Luigi qui gagne en faisant rien du tout.
Mais c'est normal que les gens le laissent gagner. Regarde ce qui arrive quand on ose lui passer devant. Ah ouais, ok, j'ai rien dit. Personnellement, ça m'effraie beaucoup plus que n'importe quel écran de piratage. Donc décidément, Luigi, malgré son air doux et peureux, faut pas le faire chier. Il fera moins le malin quand il se prendra une carapace bleue dans la tronche. Carapace bleue! Le kart est l'une des activités les plus appréciées par Mario et ses amis. C'est aussi l'une des séries les plus populaires auprès des joueurs du monde entier. Depuis le premier opus sorti en 1992 sur Super NES, chaque génération de consoles Nintendo a accueilli son Mario Kart. Et ça a toujours été un succès. Bien qu'à l'origine, il n'était pas prévu d'y intégrer les personnages de l'univers de Mario, mais juste de faire un jeu de course novateur, jouable à deux et graphiquement révolutionnaire grâce au mode 7 de la Super NES. Ce jeu a été copié à de nombreuses reprises et a lancé la mode des jeux de cartes avec des personnages de licence comme Sonic Drift, Crash Team Racing, South Park Rally et autres Konami Crazy Racers. Dans Mario Kart, on fait des courses en kart ou en moto depuis l'opus Wii, et on peut choper des items qui peuvent être des bonus pour le joueur, mais le plus souvent ce sont des armes à utiliser contre les autres pilotes. L'arme la plus redoutable est justement la carapace bleue, qui va s'envoler pour atteindre le premier de la course, qui ne pourra échapper à son impact inéluctable et perdre sa position de leader. Sauf s'il a un super klaxon ou qu'il maîtrise les esquives turbo comme un dieu. Ah bah faudrait bien en lancer quelques-unes sur le gouvernement. Et cette saleté de carapace bleue a rencontré un certain succès sur internet, comme en témoignent les nombreux détournements utilisant l'objet, la présentant sous ses aspects les plus menaçants, que ce soit en fanart, en montage de toutes sortes et autres mash-up avec tout un tas d'autres mèmes. Tels les plus célèbres boogeymen de l'histoire du cinéma, la carapace bleue ne lâche jamais sa proie et ne s'arrête qu'une fois sa cible annihilée. Et puisqu'on parle de Mario Kart, on est obligé de parler de ce même mythique que je suis sûr vous attendez toutes et tous avec grande impatience. La route arc-en-ciel, ou Rainbow Road, est un circuit récurrent dans tous les Mario Kart, se déroulant sur un arc-en-ciel duquel on peut facilement tomber, ce qui rend la course particulièrement corsée. Le 20 février 2008, la chaîne Rime with Stomach poste une chanson sur la route arc-en-ciel interprétée par Mark Crump sur l'OST de Mario Kart Double Dash. Le tout avec un montage ultra kitsch, renforçant le ton humoristique faussement de premier degré. Mark nous chante que cette route est l'endroit où on se retrouve après sa mort, et on apprend vers la fin qu'il s'agit d'un hommage à son oncle Walter décédé. It's Rainbow Road, it's where you go when you die, it's Rainbow Road, I'll miss you again, Uncle. La vidéo est devenue virale et on l'a vu un peu partout sur l'internet de l'époque, et ça en a inspiré d'autres à faire leurs propres chansons sur la route arc-en-ciel, très souvent à base de mèmes comme avec Trollolo ou Snoop Dogg. Oh man! On peut aussi trouver un remake HD par Marcus B, une version de Deezer, ou encore une modifiant la hauteur du ton de la voix de Mark Crump. It's Rainbow Road, it's where you go when you die, it's Rainbow Road, I'll miss you again. À cette époque, on commençait à voir pas mal de détournements vidéo sur Mario Kart popés sur YouTube, notamment une grosse vague fin 2000, début 2010, qui consistait à reproduire le jeu dans la vraie vie, dont la trace la plus ancienne est cette vidéo de A1X12 en avril 2006. Le concept a été popularisé par Rémi Gaillard en décembre 2008, une des vidéos les plus cultes d'internet qui cumule aujourd'hui presque 80 millions de vues. Ça a inspiré de nombreux autres détournements, allant de petites productions amateurs à des vidéos plus impressionnantes réalisées avec beaucoup de moyens, ou encore avec beaucoup de cartons. Et en 2011, Rémi Gaillard remet le couvert avec une seconde vidéo. D'autres versions nous montrent Mario Kart à la manière d'un film hollywoodien, avec des réalisations inspirées d'autres films comme Fast and Furious ou encore Drive. If I drive through you, you got 3 laps. Anything that happens in those 3 laps, I'm yours, no matter what. I don't use lightning and I don't carry a shell. I can't. Encore de nos jours, le Mario Kart IRL est un style de vidéo qu'on peut voir chez pas mal d'influenceurs, et il y a quelques mois, on a vu une parodie par le Saturday Night Live représentant l'univers à la manière d'une série HBO dans le style de The Last of Us avec Pedro Pascal. Let's
ago. Mais ce qu'on voit beaucoup sur YouTube et les réseaux depuis quelques années, c'est ces montages incrustant divers personnages populaires dans des courses de Mario Kart. L'un des premiers montages mixe une course de Mario Kart Wii avec une vidéo virale de 2014 de Samir Tapar, le fameux pilote de rallye qui se fait engueuler par son copilote. Reposté sur YouTube le 4 juillet 2019 par Petrol, on ignore cependant qui en est à l'origine. Mais ce qui a vraiment démarré la tendance, c'est le montage de fluorescent posté sur Twitter quelques semaines après, mettant en scène le streamer états-unien controversé Tyler Steinkamp. Parmi les plus populaires, il y a aussi ce montage de Hearing Aids montrant Alex Jones se prendre une carapace bleue. Ou encore celui de Prodigy Dude, posté un an plus tard, qui met en scène d'autres personnages mémesques comme Obi-Wan Kenobi ou encore The Rock. Le créateur Chiptuner, spécialisé dans les montages poupesques modernes, s'en est fait une spécialité depuis qu'il a publié une course remplie de mèmes de Tobey Maguire en avril 2022. Et surtout celle mettant en scène Walter White et les personnages de la série Breaking Bad. Et mais du coup, ce serait lui le fameux oncle Walter décédé de la Rainbow Song. En plus, le premier épisode a été diffusé pour la première fois en janvier 2008, soit un mois avant la chanson de Mark Crump. Coïncidence? Ou complot? Bref, il y a eu tout un tas d'autres montages de ce style, comme cette course chez les Sopranos, ou cette bataille de ballon dans l'univers de Breaking Bad, et suite à la parodie de SNL avec Pedro Pascal, Chiptuner a remis le couvert à sa sauce, en reprenant cette fameuse scène du film Un talent en or massif, sorti en 2022. Quand Nico et Pedro en prennent trop. De manière générale, des montages vidéo inspirés par Super Mario, il y en a eu des tonnes. En particulier des YouTube poupes. Mario et les poupes, c'est une très vieille histoire d'amour qui remonte à la naissance même de cet art si noble, avant même l'appellation de poupe, et avant même la naissance de YouTube. En effet, la toute première vidéo de ce genre postée en décembre 2004 sur Cheesy Art par Super Yoshi utilisait déjà des extraits du vieux dessin animé du début des années 90, produit par Dick Entertainment. Dick. Une boîte de prod qui a abreuvé en dessin animé toute une génération dont je fais partie et qui a été créée dans les années 70 par Jean Chalopin. C'est un croisement entre un Beatles et Chuck Norris. Et c'est aussi lui qui a créé les Poppers. Voilà, c'est juste pour vous dire que tout est lié depuis le début en fait. Tu veux dire que c'est mon papa? Non. Ah oui, et la branche japonaise créée en 1983 s'appelle Kakadik. Si ça c'est pas du foreshadowing de génie, YouTube Poop, Kakadik... Ah vraiment, quel petit chalopin celui-là! Bref, pas mal de matos mémesque a été extirpé du Super Mario Bros Super Show, qui alternait phase de dessin animé et phase de sitcom relou méga cringe. If you're not watching the Super Mario Bros. Super Show, you're gonna turn into a Goomba. Et on peut encore trouver quelques poupes à la française sur ce thème. Mais comment pourrait-on se débarrasser de la princesse? En lui enfonçant un pieu dans le cul. Mais si on parle de YouTube Poop, on ne peut pas passer à côté de Mario is Missing et Hotel Mario. Et même si vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur les jeux Mario obscurs dans laquelle j'en parle, je vais quand même vous les représenter ici. Mario is Missing, sorti en 1992 sur MS-DOS et en 1993 sur NES et Super NES, est une sorte de GeoGuessr où Antoine Daniel est interprété par L-U-I-G-I qui doit sauver son frère car cette fois-ci c'est Mario qui s'est fait enlever par Bowser. J'en déduis donc que Mario est la Peach de Luigi? C'est un jeu éducatif axé sur la géographie et la culture de diverses régions du monde, et c'est aussi la première aventure de Luigi en tant que héros principal. Les versions NES et Super NES reprennent les graphismes et le gameplay des jeux Mario traditionnels, tandis que la version MS-DOS est un point and click au graphisme plutôt malaisant, qui donne l'impression de jouer avec des versions contrefaites de nos personnages favoris. Cette version écho plus du personnage, en particulier sa posture extrêmement raide et son regard perçant qui lui donne un aspect très dérangeant, ont eu un énorme impact dans les communautés mémesques durant la seconde moitié des années 2000. L'image du sprite du jeu a été postée pour la première fois le 11 août 2007 sur le forum endoftheinternet.net par Monkey in Closet. Juste après, il poste une version vectorisée qui va être reprise par d'autres communautés, en particulier par les anons du board V de 4chan. Il le baptise Ouija, comme s'il s'agissait d'une version mal traduite de son nom japonais, et ils le mettent en scène dans des montages Photoshop, notamment dans des face-bombing, un style de même très populaire à la fin des années 2000 et qui consiste à remplacer progressivement le visage des autres personnages présents sur l'image par l'un d'entre eux en particulier qui tire une tronche de ouf. Ce format met bien en avant la viralité de Ouija qui va infecter progressivement internet comme il le fait pour d'autres personnages, voire également des mèmes, tel l'agent Smith dans les films Matrix. Il devient très vite un personnage maléfique, on dit qu'il peut déchirer les dimensions et que
que son regard peut briser les âmes et dévorer les esprits. C'est l'anti-Luigi qui surgit de nulle part pour effrayer ses victimes, un peu comme les tueurs psychopathes les plus populaires du cinéma, ça ou encore Freddy Krueger. Mais il a aussi un petit côté pédobère par moment, mais on va éviter d'en parler. Sa popularité est telle que Moot, le fondateur de 4chan, déclare à plusieurs reprises que Luigi est son mème préféré. Entre 2008 et 2011, il connaît une grosse hype et devient l'un des grands piliers de la culture YouTube Poop après être apparu dans l'une des plus populaires de l'histoire, The Sky Had a Luigi par Uri Coster. Le mème évolue alors pour passer du format image au format vidéo, accélérant sa réplication en profitant de l'âge d'or de YouTube, mais aussi de celui des Poops. Et le son qu'il émet lors de ses apparitions est une version ralentie de ce passage de l'épisode Mama Luigi issu du dessin animé. Mama? Mama Luigi? Luigi? Parce qu'à l'époque, on nous emmerdait pas autant avec les ayants droit, les pubs, les strikes, les tendances et autres trucs qui ont tué la plateforme. Il a aussi rapidement été intégré au roster du fangame Super Smash Bros Crusade, qui avait pour but de créer le jeu Smash Bros ultime en proposant des personnages qui n'apparaîtront jamais dans les jeux originaux, comme Goku ou Waluigi. Tu sais que ça fait mal ce que tu dis là? Luigi a aussi inspiré la création d'autres mèmes, comme Maléo, la version de Mario dans le même style, toujours issue de Mario is Missing. Mais Maléo reste quand même beaucoup moins populaire que son frangin. Luigi est aussi en quelque sorte l'ancêtre des mèmes de type version merdique de personnages célèbres, comme Dolan, Spyro Sparday, Spider-Man et surtout Sonic, avec lequel il se disputera le titre de star des montages vidéo de type Mads YouTube Poop. You must die, or else you will die. D'ailleurs, en parlant de Sonic, il a lui-même inspiré une version mal dessinée de Mario, nommée My Hero, créée en novembre 2011 par Eric95 pour son jeu Flash, Supra My Hero Bros. Et l'année suivante avec Supra My Hero Krat. Mais malgré quelques réinterprétations dans le style mauvais dessin, My Hero comme Maléo n'aura pas passionné internet. Donc, Luigi inspire Sonic, qui inspire My Hero, qui inspire plus rien. Mais revenons-en au YouTube Poop, car il y a un autre jeu Mario très important pour cette communauté. Hotel Mario est un jeu de plateforme puzzle dans lequel notre héros doit fermer les portes de différents hôtels en se débarrassant des ennemis qui rôdent. Il est sorti en 1994 sur la console CDI de Philips, aux côtés des tristement célèbres et très médiocres Zelda The Wand of Gamelon et Link The Faces of Evil, d'autres merveilles inspirantes pour internet. C'est génial, je prends mes affaires. Le principal intérêt d'Hotel Mario, c'est les cinématiques qui mettent en avant Mario et Luigi, doublés en VO par Mark Grow, qui leur donne un accent caricatural limite mafieux, notamment à Mario. Get off of my cloud. Côté VF, il est doublé par Jean Berger, qui oublie l'accent italien au profit d'une voix grave, très classique, qui contraste avec ce qu'on connaît du personnage. Comme quoi y a pas que Chris Pratt qui est hors sujet. C'est pas un bon jour. Et il y a aussi la cultissime Micheline Dax en Peach. Oh oui, fouette-moi la couenne, oui. D'ailleurs, la VF se permet de rebaptiser Bowser en Bowser, de quoi rivaliser avec les incroyables VF du club Dorothée de l'époque. C'est Bowser qui nous écrit. Non. Hotel Mario est considéré comme le plus mauvais et embarrassant jeu Mario, avec son gameplay à la ramasse, ainsi que ses animations et graphismes très moches, comme s'ils avaient été réalisés sous MS Paint. Et quoi de mieux pour créer de belles YouTube Poop? Parce que oui, la pop culture se nourrit quasi essentiellement de matériel de mauvaise qualité, en particulier d'animations moches, comme les premiers cartoons de Sonic et Super Mario par exemple, pour en faire des montages très techniques et bourrés de codes qui ont fait et feront la culture internet. De vraies œuvres modernes d'une contre-culture alors naissante. C'est comme transformer de la merde en or. C'est vraiment un gros tas de merde. Hotel Mario était donc parfait en tout point pour servir de matériel à cette culture. Where am I? Tout commence en août 2006, quand Lila Chiki poste l'intégrale des séquences animées du jeu sur YouTube. Au passage, on peut voir que l'expression chiche est loin d'être récente. Dès 2007, les premiers détournements apparaissent, comme cette version recréée en live action, perdue au milieu de dizaines de YouTube Poop reprenant les passages les plus cringe du jeu pour en faire des futurs classiques du genre. Outre le rire de Boursoir au tout début de l'intro, l'un des premiers gimmicks est cette séquence où Luigi dit qu'il espère que la princesse Peach leur a préparé beaucoup de spaghettis. En anglais, Lots of Spaghetti, qui devient chez les Poopers Lots of Spaghetti. L'expression est remixée à toutes les sauces, y compris spartiate, et elle est devenue tellement culte qu'on la retrouve encore 16 ans après, mixée avec les mêmes du moment. Luigi, look! It's from Bowser.
Spaghetti! Gotta help! C'est aussi dans ses YouTube Poop qu'est émise l'idée de l'homosexualité de Luigi, quand Mario lui dit « Nice of the princess to invite us over for a picnic, eh Luigi ?» Les Poopers se sont amusés à isoler la fin du mot pique-nique en le raccordant avec le Hey Luigi, ce qui donne l'impression que Mario appelle son frère Gay Luigi. Gay Luigi, Gay Luigi, Gay Luigi. Faisant indirectement écho au même Gay Bowser dont on a parlé plus tôt. La séquence où les plombiers arrivent devant le château de Borsoir avec Mario s'écriant This is it, Luigi. fait également partie des grands classiques et reviendra même en 2016 sous forme de blague en images sur Tumblr, en donnant différents tons à la phrase. Et bien évidemment, il y a des références à la célèbre tournée de Michael Jackson. Et j'allais oublier une autre scène culte, celle de la pièce des toasters qui cause des problèmes d'éclairage dans le second hôtel du jeu. Scène dans laquelle Mario s'essaie à un jeu de mots désastreux. All toasters toast toast. Qu'on peut traduire par tous les toasters toastent des toasts, mais qui est devenu dans la VF S'il y a trop de grille-pain, c'est grillé. Ce qui est beaucoup plus drôle, j'imagine. Non. C'est cet horrible bossoir, je le reconnais! Le succès des mêmes Hotel Mario aura une reconnaissance plus localisée, notamment en France. Il y a peut-être un nuage dans l'une de ses fesses. Une compilation des cinématiques en version française est mise à dispo en mars 2009 par Luigi Blood, et durant le début des années 2010, alors que la hype redescend chez les poopers anglophones, ces mêmes enrichissent les premiers montages de la scène française, aux côtés des tout aussi cultes Olivier de Carglass, Jean-Pierre Coff, Zelda CDI et autres Tintin. Il est écrit. Bonjour. Encore vous? Je suis complètement con. Ces mêmes accompagnent les débuts de la toute première génération de poopers francophones, comme Je fais chier les gens, Thomasus, Younes, King Arkinyan ou encore un certain Enflure de Renard. Luigi, regarde! L'un des mêmes préférés chez les internautes français est ce Non. prononcé par Mario d'une telle façon qu'il rend la séquence absurde. On retrouve beaucoup de clips de cette séquence et autres détourages sur fond vert qui permettent de faciliter son usage et sa propagation. Bref, en 16 ans, vous vous doutez bien qu'il y a une quantité astronomique de YouTube Poop utilisant des plans d'Hôtel Mario, qui ont d'ailleurs été repostés en meilleure qualité au fur et à mesure. Entre la popularisation du jeu par la vidéo de la VGN en 2010 et les nombreux détournements qui envahissent internet à la même période, ces mêmes traversent les décennies, confortablement installés dans la culture web internationale. Et si vous avez besoin d'aide, je vous conseille d'aller à Pôle emploi. Et bien que ça se soit pas mal tassé après la première moitié des années 2010, ils ont connu une résurgence en prenant une nouvelle forme et en s'émancipant du format YouTube Poop. Ce d'un Hotel Mario consiste à incruster les deux frérots arrivant soudainement dans d'autres univers bien connus. En septembre 2017 sur Twitter, Yekokoa poste ce montage de Bob l'éponge, montrant à la toute fin Mario et Luigi en train d'arriver au Krusty Krab avec la musique de l'intro du jeu. S'en est suivi beaucoup de détournements du même genre, surtout en images photoshopées. Le principe est de troller et mettre en tête la petite musique représentative de la séquence de l'intro du jeu, comme si elle cristallisait l'essence de toute une décennie de YouTube Poop sur Hotel Mario. Et d'ailleurs, cette musique entêtante s'avère n'être en réalité qu'un simple remix d'une composition de Max Steiner pour l'adaptation cinéma des 4 filles du Dr March en 1933. Décidément, on est bien loin de l'esprit Mario dans ce jeu. Ah ça, c'est sûr que si Koji Kondo avait travaillé sur la musique, le jeu aurait au moins eu un point positif. En effet, le talentueux compositeur attitré de Nintendo ne s'est pas contenté de marquer la musique de jeux vidéo dans les années 80 avec celle de Super Mario Bros. Il a depuis composé tout un tas de mélodies aussi magnifiques qu'inoubliables. Qui ne prend pas de plaisir à siffloter un thème de Mario ou de Zelda en toutes circonstances? Ça rend toutes vos tâches ménagères tellement plus amusantes. Et puis ça habille parfaitement et simplement des vidéos YouTube. Merci Koji Kondo. Vous verrez qu'un jour, quand on sera mis en attente au téléphone, on aura du Super Mario Galaxy à la place de Vivaldi. Mais si Kondo a composé la plupart des musiques de la série principale Super Mario, ce n'est pas le cas pour la série de RPG Mario et Luigi, dont les OST ont été composés par une autre géante de la musique de jeux vidéo, la talentueuse Yoko Shimomura, à qui on doit entre autres les OST de la saga Kingdom Hearts, mais aussi Street Fighter 2. Et oui, le thème de Guile c'est elle. Un même dont je vous parle dans mes vidéos sur Street Fighter. Mais Yoko Shimomura a aussi contribué à un autre thème musical. Elle compose ses premières notes pour l'univers du royaume champignon dans le jeu Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, qui sort sur Super NES en 1996, partout sauf en Europe.
Il s'agit du premier jeu Mario de type RPG, et comme il est développé par Square, on retrouve l'ADN de leur célèbre licence comme Final Fantasy. Mario évolue dans un environnement en 3D isométrique qui fait honneur au hardware de la Super NES en fin de vie. Les compositions de Shimomura sont une fois de plus un banger, et celle qui retient le plus les oreilles des joueurs, c'est Beware the Forest Mushrooms, le thème du labyrinthe forestier. C'est le 14 juin 2004 que Xbrave poste sur Newgrounds son remix où il ajoute des paroles très inspirées, chantées par une voix robotique. Super Mario RPG, it is the only one just for me. When I play the game, I get lost in a phase. Then I find out I'm stuck in Gino's maze. La chanson se répand tranquillement sur les sites de l'époque, comme Moitié Mendy, jusqu'à ce qu'elle soit utilisée dans son montage nommé Mariotropolis, posté en mai 2005 par le blogueur espagnol Ravi Agenjo. Super Mario RPG, it is the only one just for me. When I play the game, I get lost in a phase. Then I find out I'm stuck in Gino's maze. Ce montage reprend une scène du film Metropolis de 1927, où l'on voit le robot interprété par Brigitte Helm exécuter une danse envoûtante. Oh là là, je suis hypnotisé. Et ça a retourné le cerveau des internautes japonais. Le gars a réussi à mindblow les japonais. Gros respect. Le lien vers la vidéo flash de Ravi est posté sur 2channel, le 4chan japonais dont on vous a souvent parlé dans d'anciennes vidéos, et ça provoque beaucoup d'engouement, notamment chez les Vipers du board News4VIP, à tel point que les dizaines de milliers de japonais venant voir la vidéo ont fini par faire cracher le serveur qui héberge le site de Ravi. Y a pas à dire, ils ont vraiment un king chelou sur les robots. Les japonais interprètent phonétiquement les paroles à leur façon, c'est-à-dire très mal. En particulier les mots Pips Insane, qu'ils comprendront Bipu Sensei, qui veut dire littéralement professeur VIP, et qui est donc devenu pour eux VIP Teacher. Les Vipers ont créé énormément de détournements de toutes sortes sur ce délire. Et 2 ans plus tard, le montage d'origine réapparaît, mais cette fois sur Nico Nico, le YouTube japonais, lui donnant alors beaucoup plus de visibilité, au point de devenir viral et d'atteindre le statut de vidéo culte. La chanson a tellement de succès qu'elle est intégrée au Kumikyoku Nico Nico Douga de 2007, le medley annuel regroupant les plus gros succès musicaux de la plateforme. D'ailleurs, je vous ai mis un lien vers une playlist infinie de détournements que vous pouvez trouver dans la description. En 2013, un utilisateur du site upload une version HD à partir du Blu-ray du film d'origine, et plus tard, une version couleur. Par la suite, le morceau de Shimomura a retrouvé une seconde vie, en étant repris dans beaucoup de YouTube Poop Music Video et autres mads, des montages parodiques ultra rythmés, un peu comme des AMV à la sauce YouTube Poop. Mais en parallèle, du côté occidental, la chanson de Xbrave fait des petits. Raw West Forest en est la version rap créée par Agwal en 2007, reprise dans une animation de Kirbuffer sur Newgrounds la même année, puis postée sur YouTube en 2014, ce qui augmente drastiquement sa visibilité et facilite sa réplication sur les réseaux. Kirbuffer publie une autre version, cette fois rebaptisée Walls of the Forest en 2011. A noter aussi qu'il existe une autre version rap, mais japonaise. D'ailleurs, ça les a tellement matrixés les japonais qu'ils font encore des détournements dessus 16 ans après. Ils mangent beaucoup de champignons les japonais, non? Ah bah tiens, justement, en parlant de champignons, il n'y a pas que les musiques qui fascinent les internautes, mais aussi les personnages qui poussent la chansonnette, comme Toad, le petit champignon poteau de Mario. Du coup, on peut dire que c'est un champignon? Oui, peut-être. En 2019, la hype chez les mazos d'internet, c'était de s'exploser les tympans en écoutant ça. Oh, quelle douce mélodie à mes oreilles! Vous venez d'entendre Toad, imité par le chanteur Melancholia, nous interpréter la chanson Chandelier de Sia. Publiée le 13 octobre 2018 sur sa chaîne YouTube, cette reprise se répand massivement sur les réseaux et les internautes charmés par la douce voix de Toad explosent le compteur de vues, si bien que l'artiste va proposer d'autres reprises de chansons célèbres, comme Shallow de Lady Gaga, ou encore Into the Unknown de La Reine des Neiges 2. Ah mais c'est merveilleux! Cependant, bien que Melancholia soit un interprète de grand talent,
il n'est pas à l'origine du même. En effet, il faut remonter à 2011 pour trouver la première chanson interprétée par Todd, dans la vidéo Todd is Cool, mise en ligne le 24 février par Super Mario Logan, un youtubeur qui s'est fait connaître en réalisant des petits sketchs avec des peluches issues de l'univers de Nintendo. Dans cette vidéo, il fait de Todd un gros gangsta amateur de hip-hop, ce qui tranche totalement avec le caractère tout mignon et gentil du personnage. Ben non, c'est complètement raccord avec la façon dont il bolosse Mario dans le premier jeu. Comme ça plaît aux spectateurs, il réitère avec d'autres compositions de son cru, que ce soit avec du gros rap, mais aussi avec des chansons plus classiques comme cette chanson de Noël. En octobre 2013, il sort carrément tout un album avec les chansons du désormais célèbre Lil T. Et c'est ça qui a inspiré d'autres à chanter et parodier des tubes avec la voix du petit Champi, comme Qbert qui reprend Let It Go en décembre 2014. Durant la deuxième moitié de la décennie, tous les grands classiques y passent, de Africa à Bohemian Rhapsody, en passant par Take On Me ou encore Gangsta Paradise. Sans oublier l'indémodable hymne de Mariah Carey. Au passage, les miniatures des vidéos apportent une autre dimension au même, appuyant encore plus l'aspect parodique propre à Internet. Et comme on parle de ça, on est obligé de faire une dédicace. Parce que la France a un incroyable talent qui n'a rien à envier aux autres Todd du monde entier, en la personne de la streameuse Florence de la chaîne Angle Droit. Ah, c'est un crime de pas l'avoir eu dans la VF du dernier film. En 2018, la chaîne Isabas s'est spécialisée dans le genre, en todifiant des morceaux populaires. C'est ce qui a probablement inspiré Melancholia pour ses parodies. Et en novembre 2020, Todd forme un duo inattendu sur Under Pressure de Queen avec Waluigi. S'arrêter là pour cette première partie. La prochaine fois, on parlera des méchants, promis. C'est moi! Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Dites-nous quel est votre mème préféré sur la licence en commentaire. Et si vous arrivez à deviner un des mèmes de la prochaine vidéo, je vous mets un gros pouce. La seconde partie sortira le mois prochain. Oula. Alors n'écoutez pas ce mec, hein, parce qu'à l'époque où il a dit ça, il savait absolument pas que ça lui prendrait plus de 3 mois rien que pour monter cette vidéo. Du coup, pour ce qui est de la suite le mois prochain, bah j'ai envie de vous dire... Non. Mais vous pourrez y accéder en avant-première et sans publicité en soutenant la chaîne sur KissKissBankBank, Patreon ou Tipeee. En attendant la suite, prenez soin de vous et m'aimez-vous avec des carapaces bleues. Oui, en fait, c'est parce que j'avais une blague. Si le petit champignon, s'il fait des doigts comme Éric Dupond-Moretti, alors du coup on peut dire que c'est Éric Dupond-Morettode ou Éric Dupond-Todretti. Voilà. Abonne-toi ou je continue. Sinon il y a les vidéos, les autres vidéos, tu peux aller les regarder, je sais pas de quel côté elles vont être au montage. Ou tu peux aller voir la chaîne de Mister Flèche aussi et puis t'abonner à la chaîne de Mister Flèche. C'est marrant parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas dans Mister Flèche, il y a pas de E à la fin de Mister Flèche. C'est un peu comme si
Elle était partie un peu trop vite. La flèche. Voilà. Bon bah je vais y aller. Au revoir. Merci.